Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition d'information sur FOYU TV. Il est 20h, c'est le grand journal, donc voici quelques articulations qui vont le constituer. On commence d'abord à s'intéresser au Zimbabwe, où le ciel qui couvre ce pays est depuis quelque temps couvert par un sombre nuage. Selon les statistiques des Nations Unies, les 5 millions de la population du pays fait face à la crise alimentaire. Les mêmes chiffres font savoir que plus de 2 millions de cette population seront enveloppés par le vernis de la famine d'ici peu. 11 morts, c'est le bilan des affrontements entre agriculteurs, pêcheurs et éleveurs. Le drame se déroule au Tchad. Qu'est-ce qui peut expliquer cette tuerie? Et le monde de réponse dans ce grand journal. Et puis, comment rogner les ailes de l'extrémisme violent au Mali? La question tarot des esprits du Conseil national de transition. Vous venez de le suivre en titre tout à l'heure, une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Mali. Comment tordre le coup de l'extrémisme violent et la prolifération des armes légères et des petits calibres dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest? La question est sur la table depuis hier des membres de la Commission Défense, Sécurité et Protection Civile du Conseil national de transition. Les précisions sont dans ce reportage de Koumar Bité. Depuis quelques mois, le Mali a adopté la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent avec l'appui des partenaires tels que la MINUSCA. Pour une meilleure application de cette politique, l'Alliance pour renforcer la gouvernance en Afrique, l'ARCA Mali, a initié une session de travail au profit des membres de la Commission Défense, Sécurité et Protection Civile du CNT. Au regard du contexte malien et de nombreux processus de réforme en cours, nous estimons que le CNT a un grand rôle à jouer. Donc pour nous, les renforcer dans un certain nombre de domaines participerait sans nul doute à renforcer les dispositifs existants et à soutenir le processus. Comment parler d'une paix durable sans pour autant mettre fin à certaines pratiques? C'est ce qu'ont compris les partenaires du Mali, comme la MINUSCA, qui a favorisé la tenue de cette session. La MINUSMA reste aux côtés de l'État malien et aux côtés des acteurs clés que vous êtes pour renforcer vos capacités en vue de susciter votre adhésion et l'appropriation nationale au processus de paix au Mali. Les 2 jours de travail auront suffi aux participants de mieux comprendre les enjeux de ce séminaire, se penchant ainsi sur le thème essentiel comme l'extrémisme violent, la politique nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Une autre situation préoccupante, cette fois nous sommes du côté du Tchad, en Afrique centrale. Là-bas, c'est quelques victimes à la suite d'un affrontement. On parle de 11 morts, les affrontements entre éleveurs, agriculteurs et pêcheurs. Qu'est-ce qui peut expliquer cette tuerie et qui ne date pas d'aujourd'hui? Et le monde de réponse dans ce reportage. De nouveaux heurts entre éleveurs et agriculteurs ont fait 11 morts et plusieurs blessés à Berhem, zone située au sud du Tchad. À l'origine du conflit, l'entrée du troupeau d'un éleveur dans les champs de mil d'un agriculteur a provoqué de tensions et s'en est suivi des affrontements meurtriers avec des armes blanches. Une information révélée par Mahamat Issaka Youssouf, le sous-préfet de la localité. Ce énième conflit qui vient rappeler celui de février 2021 avec 35 morts parmi lesquels un militaire a valu une intervention musclée de l'armée tchadienne. Par ailleurs, la partie sud du Tchad ayant un climat clément, à la végétation plus abondante, attire depuis belle lurette les éleveurs des zones sahéliennes désertiques, ce qui a permis aux nomades arabes de s'y installer depuis de longues dates et aujourd'hui de s'opposer aux agriculteurs autochtones dans des conflits fonciers.
Parlons maintenant du Mali pour s'intéresser précisément à la crise humanitaire. Ce pays fait face donc à cette crise. Pour juguler cette crise, le pays s'ouvre aux organisations non gouvernementales. Voilà qui explique la visite du ministre délégué de l'action humanitaire Oumarou Diarra dans la région de Keya. Sur les objectifs de cette visite, je vous propose de suivre ce reportage de Kobabité. En visite dans la région de Keya, pour évaluer les besoins humanitaires et apporter le soutien aux autorités de la transition et aux populations, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, Oumarou Diarra, a ainsi remis une cargaison importante d'aliments aux populations de cette localité. En venant ici dans cette mission, le président de la transition nous a fait accompagner par des vivres que nous avons voulu distribuer ce matin à l'endroit des couches vulnérables. Dans sa visite, le ministre a rencontré les acteurs humanitaires de la localité de Keya afin de les sensibiliser à coordonner les actions de développement pour l'atteinte des objectifs souhaités par le président de transition. Le président de la transition en a donné également des instructions fermes pour que le secteur puisse être bien organisé. Nous savons que les ressources sont limitées. L'objectif pour nous, c'est de mettre tout sous l'autorité de l'État. Cela nous permettra non seulement de faire une meilleure évaluation des besoins humanitaires et d'apporter les solutions idoines. Au sortir de cette visite, le représentant du président de transition n'a pas manqué d'encourager les actions posées par les acteurs de cette localité. La République démocratique du Congo trouve des stratégies pour contourner la crise minière dont elle fait face depuis quelque temps. Les projets de production d'électricité, voilà une des solutions retrouvées par ce pays. On va tout simplement rappeler que pour ce qui est des régions qui vont bénéficier de ce projet, il s'agit de Katanga et Lubumbashi, sans oublier Lualaba. Un reportage. Les Congolais, et notamment au Katanga, fait face à un déficit électrique qui freine son envol. À ce jour, la région du Katanga importe 110 MW de la Zambie, qu'elle met à la disposition des mineurs, ce qui est encore insuffisant. D'où l'intérêt pour les projets de production d'électricité présentés par les producteurs indépendants lors de la semaine minière de la RDC. Une rencontre professionnelle organisée à Lubumbashi du 1er au 3 juin dernier. Parmi les projets du secteur de l'énergie dans la région du Katanga, figure celui de la société congolaise P-Investment. Elle veut construire une centrale solaire et un barrage hydroélectrique sur la rivière Lufira à partir de 2023, avec l'objectif d'atteindre une production de 110 MW. Dans la province de Lualaba, la demande d'électricité est également forte à raison de nombre croissant de sociétés minières. La société Tembo Power prévoit de produire 115 MW. Mais les sociétés minières devront attendre 3 ans avant les réalisations. Pour cela, 3 projets hydroélectriques sont en cours. Il y en a un appelé Kawa, 17 MW, Dikolongo, 17,5 MW et Kabundi, 31,5 MW. Et ils sont accompagnés d'une centrale photovoltaïque de 50 MW. Il faudra au total 42 mois pour la mise en service des 115 MW. La construction de nouvelles usines est impérative, mais la réhabilitation des anciennes est également nécessaire. Par exemple, la centrale hydroélectrique de la Tsopo, une capacité de 12,5 MW, n'en produit que 2,5. Âgé d'une soixantaine d'années, il est en ruine et subit de nombreux dégâts. Un projet d'accompagnement est en cours pour améliorer l'approvisionnement en électricité, explique Ahmed Ben Hadj, directeur de la société Congo Énergie. D'ici 2030, la RDC ambitionne de relever le niveau d'accès de la population à l'électricité de 10 à 30%. Pendant ces 22 ans, lors de son passage au pouvoir, il aura commis de lourds crimes. Il s'agit de l'ex-président gambien en exil depuis 5 ans en Guinée équatoriale. Yahya Jammeh, jusqu'ici, bénéficie de bonne grâce de la Guinée équatoriale, le pays qui l'a accueilli, avec qui la Gambie peine à accorder les violons. Les précisions, c'est dans ce reportage de Kouichou. Commission Vérité, Coalition et Réparation de Gambie réclame l'extradition de l'ancien président gambien Yahya Jammeh, exilé en Guinée équatoriale depuis sa chute du pouvoir en janvier 2017.
La Guinée équatoriale, où s'est tenu du 25 au 28 mai dernier le sommet de l'Union africaine, en présence de l'actuel président gambien, Adama Barrow, dont le mutisme, au sorti du sommet, a suscité la colère de la coalition des victimes, le Jammeh to Justice. Le gouvernement gambien s'était pourtant dit, le 25 mai dernier, prêt à faire juger en Gambie même l'ancien président et d'autres de ses proches, accusés d'une multitude de crimes durant ses 22 ans au pouvoir. Le porte-parole de l'actuel gouvernement, Ibrahima Sankharé, a fait une sortie essayant de calmer les ardeurs, où il précisait que le cas Jammeh et la question d'extradition avaient peu été évoqués lors des entretiens entre le président gambien et son homologue équato-guinéen Teodoro Obiangema Bazogo. Il n'existe aucun traité d'extradition entre les deux pays et la Jammeh to Justice a fait état au gouvernement de promesses antérieures du président guinéen à protéger l'ancien chef d'État gambien taxé d'autocrate. Le soutien de la CEDEAO est sollicité par les victimes, rappelant au passage le massacre de 44 ressortissants ghanéens en 2005. L'impulsion du gouvernement gambien auprès de la CEDEAO est réclamée par les victimes afin de faire pression sur la Guinée équatoriale. Voilà qui renseigne à suffire sur cette situation politique en Gambie. On s'intéresse maintenant au Zimbabwe. Nous le disions en titre, c'est un sombre nuage qui couvre le ciel de ce pays. 5 millions de la population sont victimes de crises alimentaires et selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies, plus de 2 millions de la population zimbabwéenne fera face à la famine. Comment contourner cet état de choses? Élément de réponse dans ce reportage de Fotso. Crise alimentaire bat son plein au Zimbabwe. Plus de 5 millions de personnes, soit un peu plus du tiers de la population, se retrouvent victimes de la faim. Le Zimbabwe, qui autrefois était connu comme étant le grenier à blé de l'Afrique, a désormais du mal à nourrir sa population. Une situation qui s'est aggravée ces derniers mois en raison de la guerre en Russie, laquelle a provoqué une flambée de plusieurs produits, notamment les céréales et les huiles. L'inflation annuelle dans ce pays d'Emerson Mnangagwa a bondi de 96% en avril contre 61% en janvier. Situation mal accueillie par la moitié des 15 millions de Zimbabwéens qui survivent avec moins de 1,90 $ par jour. Dans une perspective de recherche de solutions, le gouvernement zimbabwéen, conjointement avec le système des Nations Unies, a depuis 2019 mis sur pied une stratégie d'intervention visant à protéger et à autonomiser les personnes vulnérables, principalement les femmes, les enfants et les fillettes. Plus encore, grâce au soutien des partenaires de développement et aux efforts conjoints des acteurs humanitaires, 133 millions de dollars ont été mobilisés et 45,5% des besoins humanitaires prioritaires ont été satisfaits en janvier et juin 2019. Dans une sortie récente, certains entrepreneurs ont fait savoir au gouvernement qu'ils étaient prêts à expérimenter les farines locales dans leurs industries si accompagnement était suivi. La situation d'insécurité alimentaire que traverse le Zimbabwe actuellement est similaire à celui du Tchad, où l'état d'insécurité alimentaire et nutritionnelle avait été décrété par le gouvernement de transition il y a des semaines. Pour mémoire, août 2021, 17 pays africains frôlaient déjà un état de crise alimentaire aiguë dû aux problèmes conjoints de Covid-19 et de crise climatique. Merci à vous, Fotso, pour ce reportage. Tourisme, investissement et commerce, tel est le triptyque qui sert désormais de boussole pour le développement de la Tanzanie et du Ghana. Les deux pays se sont accordés pour la création d'une route aérienne devant les liés. Reportage Faute Ndedi. Ouvrir une route aérienne d'ici la fin de l'année en cours, tel est l'objectif que se sont fixés les chefs d'État du Ghana et de la Tanzanie. C'était en marge de la visite d'État de la présidente Samia Suluhu Hassan à Accra, où les deux pays ont organisé le forum Tanzanie-Ghana sur le tourisme, l'investissement et le commerce, au cours duquel des opérateurs économiques et des institutions ciblées ont identifié les domaines de collaboration qui permettront d'approfondir les rapports bilatéraux. Ce projet a donc pour but d'augmenter les arrivées de touristes
développer les affaires et le commerce. Une preuve que pour plusieurs États africains, le renforcement des liens bilatéraux constitue une démarche essentielle à la création de meilleures conditions pour une mise en œuvre efficace de la zone de libre-échange continentale. Et donc, la création d'un couloir aérien fait partie d'une série d'accords signés en vue de booster les échanges. Cette route permettra aux compagnies aériennes de desservir toutes les destinations en Tanzanie et au Ghana avec des possibilités de partage de codes. Ceci intervient dans un contexte où le gouvernement ghanéen est proche de créer une nouvelle compagnie aérienne. Bon à savoir, durant la période 2016-2021, les arrivées de touristes ghanéens en Tanzanie se sont chiffrées à 15 500 selon Benson Bana, haut commissaire tanzanien accrédité auprès de 15 pays d'Afrique de l'Ouest. À en croire le diplomate tanzanien, son pays souhaiterait alors augmenter de 22% les flux actuels en provenance du Ghana pour atteindre une moyenne annuelle de 4 500 visiteurs contre 2 585 actuellement. Oui, pour la révolution de l'industrie automobile, a laissé entendre le Parlement européen à travers son vote quant à la fin de la vente des véhicules thermiques d'ici 2035. C'était au cours de la séance plénière tenue le 8 juin 2022 à Strasbourg. Et vous dites, Nsama, que l'objectif est de protéger l'environnement. C'est désormais officiel. Le Parlement européen dit stop aux voitures thermiques à partir de 2035. Les eurodéputés réunis à l'hémicycle de Strasbourg ont soutenu une proposition de la Commission européenne émise dans le cadre du Pacte vert, visant la neutralité carbone en 2050. Pour y arriver, 369 eurodéputés se sont prononcés pour 249 contre 24 qui se sont abstenus. 2035 sera donc la date de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques. C'est une révolution qui se confirme pour l'industrie automobile, diesel, essence, hybride rechargeable, biocarburant et même carburant de synthèse. Tout sera fini et là, on passera au 100% électrique pour le bien-être de la planète. La date de 2035 a été choisie car la durée de vie d'une voiture est d'environ 15 ans. Et cela permettra en 2050 d'arriver à un résultat de zéro émission de dioxyde de carbone, une évolution qui rentre dans la lutte contre la destruction de l'environnement. Et puis cette note en bref, le maire de la ville, le docteur Roger Mbassa-Ndiné, vient d'effectuer une descente sur le terrain ce 9 juin 2022. Le premier magistrat de la cité économique était visité la cimenterie CIMAF, dernière née du secteur à Douala et dont la production est activée depuis 2014. Cette visite du docteur Roger Mbassa-Ndiné rentre dans le cadre de la tournée économique entamée il y a quelques temps et dont l'objectif est de rendre plus attractive la capitale économique. C'était d'ailleurs l'un de ses objectifs. Cela permettra au maire de la ville de prendre le pouls de cette cimenterie et de voir dans quelle mesure la ville pourrait aider à développer son activité économique. Je vous invite à ce propos à suivre la réaction du maire, Dr Mbassa-Ndiné, le micro de For You TV. Du maire de la ville à la suite de cette descente sur le terrain et revient sur les tenants et les aboutissants de cette descente. Il est au micro de For You TV. On l'écoute. Comme dans la poursuite de la tournée économique que vous avez engagée depuis l'année dernière et qui vise en fait à faire un inventaire ou disons le tour de potentiel économique de la ville de Douala et voir comment les entreprises sortent de cette crise qui a ébranlé le pays et le monde entier, la crise de Covid. Nous sommes heureux de constater que l'entreprise CIMAF est sur une lancée de croissance, une lancée d'extension qui prouve que l'économie locale, les perspectives de développement sont bonnes. Elle croit en la capacité du pays, elle croit en l'avenir de cette ville et nous partons
rassurés sur le fait que, avec les projets d'extension qui vont commencer d'ailleurs incessamment, nous pourrions avoir une capacité de production plus importante en termes pour le ciment et peut-être un relâchement au niveau des prix. Nous pourrons également avoir plus d'emplois pour les jeunes et nous pourrons avoir une ville qui continue à se développer. Donc voilà un peu ce que nous retenons, c'est une note de satisfaction pour nous. On parle à présent de sport éliminatoire 2023. La mention n'est pas bonne pour certaines nations engagées dans cette compétition alors qu'on est rendu à la deuxième journée. Il y a